Cette campagne sur les réseaux sociaux et nous avons supprimé des messages. Certains veulent terroriser et influencer la Turquie avec des mensonges et de la désinformation. Les autorités turques se sont tout de même résignées à accepter l'aide internationale. Selon elles, les feux ont été causés par des pyromanes, pointant du doigt les rebelles kurdes du PKK, accusés d'avoir allumé 180 feux dans 35 provinces en 9 jours. Le président Erdogan a d'ailleurs annoncé mercredi l'interpellation de suspects affiliés au PKK. Ahmet İnsel, bonsoir. Vous êtes politologue et économiste, spécialiste de la Turquie, co-auteur de cet essai, Le national-capitalisme autoritaire, une menace pour la démocratie, aux éditions Bleu Autour. Recep Tayyip Erdogan est-il en train de jouer aux pompiers pyromanes en désignant des boucs émissaires à ces incendies ? D'abord, il essaie de couvrir de l'incompétence de son administration qui est essentiellement liée à une déliquescence institutionnelle par une gestion très partisane des institutions publiques et parapubliques. Et là, il y a un vrai, manifestement, des manifestations totales de l'incompétence administrative, de l'impréparation par ces gestions partisanes, notamment du ministère des Forêts et des organisations parapubliques. Et deuxièmement, le fait d'accuser des organisations dites terroristes comme fauteurs de troubles et d'être pyromanes, je crois que c'est une tradition classique de Tayyip Erdogan de vouloir couvrir systématiquement tous ceux qui ne lui conviennent pas par une accusation de terrorisme, mais cette fois-ci la population est vraiment sous le choc et il y a une grande émotion et colère qui monte contre l'incompétence, d'autant plus que Tayyip Erdogan, quand il a visité les lieux des incendies dans l'est de la Méditerranée, dans la région égéenne, il a donné l'impression d'être totalement déconnecté de la réalité en distribuant des paquets de thé à des personnes qui sont totalement démunies face aux feux de forêt. Et les Turcs s'indignent, un palais présidentiel hors norme, mais pas de bombardier d'eau en état de marche. Ces incendies peuvent-ils faire vaciller le pouvoir de l'hyper-président ? Puisque vous l'expliquez, la population est aujourd'hui très en colère. La population est très en colère. En tout cas, une partie de plus en plus importante de la population est en colère. Et ceci s'y ajoute à différentes crises successives. La crise économique, la crise de la pandémie, et s'y ajoute maintenant cette crise. Dans tous les cas, on retrouve les mêmes incompétences et les mêmes déconnexions de la réalité de la part du président. De plus en plus de personnes commencent à se poser la question si le président a totalement conscience de ce qui se passe autour de lui. Et est-ce que ça peut le faire vaciller ? Évidemment, il y a les élections qui sont en 2023. Les sondages d'opinion pour les forêts, pour les feux de forêt, évidemment, les sondages d'opinion, les conséquences ne sont pas encore visibles, mais il y a une perte, je dirais, semaine par semaine, mois par mois, il y a une perte de soutien électoral qui se manifeste dans les sondages d'opinion depuis à peu près 6 mois. Et manifestement, on va avoir dans les quelques semaines à venir des nouvelles données dont les premières indications nous montrent qu'il y a une vraie méfiance qui s'installe même parmi les électeurs, de Tayyip Erdogan. Ahmet İnsel, merci beaucoup de nous avoir livré votre analyse dans 64 minutes. Au revoir. Les talibans se sont emparés de 2 villes afghanes, une double victoire très symbolique. Ce sont les premières capitales provinciales à tomber entre leurs mains depuis le début de leur offensive en mai. L'armée semble dépassée. Le point sur les combats avec Sophie Goldstein. À Lashkargah, dans le sud-ouest de l'Afghanistan, les forces spéciales afghanes lancent un ultime avertissement aux insurgés. Tous ceux qui s'opposeront au gouvernement afghan, au drapeau afghan et au peuple seront lourdement frappés. La contre-offensive est en cours partout dans la province du Helmand, affirme le commandant Alizai. Il réitère son appel aux habitants, rester à l'écart des talibans ou risquer d'être frappés eux-mêmes. Des forces gouvernementales sollicitées de toutes parts. Elles semblent débordées. Malgré de nombreux appels à l'aide, Saranj, ville frontalière avec l'Iran, n'a pas été secourue.
C'est la première capitale provinciale à tomber aux mains des insurgés depuis le début de leur offensive éclair. Ce samedi, les talibans en ajoutent une deuxième, chez Bergane dans le nord-ouest, à 130 km de Mazar-i-Sharif. La route nationale dessert également Kaboul. Dans la capitale, justement, les talibans ont revendiqué l'assassinat du directeur de la communication du gouvernement vendredi. À ses obsèques, le président promet de juger les criminels sous les regards abattus de l'assistance. Les ennemis de l'Afghanistan ne peuvent pas effacer l'histoire. Mon engagement est de retrouver les tueurs et si Dieu le veut, nous les punirons. Mardi, c'est le domicile du ministre de la Défense qu'ils ont ciblé. Ministre épargné, attentat meurtrier néanmoins. Une déclaration de guerre alors que plusieurs pays tentent de relancer les pourparlers de paix au point mort entre gouvernement et talibans. L'Afghanistan est à un carrefour dangereux entre des négociations de paix sincères ou une série de crises imbriquées de manière tragique. Un conflit de plus en plus brutal, conjugué à une situation humanitaire grave et à une multiplication des violations des droits humains. En un mois, la guerre a fait plus d'1 millier de morts parmi les civils. Le gouvernement afghan a récemment fait appel aux anciens chefs de guerre et à diverses milices pour tenter de juguler l'avancée des insurgés. Face à cette offensive, la population se défend comme elle le peut. Dans le nord de l'Afghanistan, Salima Mazari, la gouverneure du district de Sharkint, mène la résistance. À plus de 200 km de Kaboul, c'est une silhouette singulière dans les montagnes frontalières du Tadjikistan. Salima Mazari, châle coloré et lunettes de soleil, femme et gouverneure. La première ici à Sharkint, non loin de Mazar-i-Sharif, la grande ville du Nord. Une urgence, recrutée pour contrer les talibans, déjà maîtres de la moitié du district. Notre peuple n'avait pas d'armes, mais il a vendu ses vaches, ses moutons et même ses terres pour en acheter. Lorsqu'il y a un combat et qu'il n'y a pas de munitions, les gens achètent leurs propres munitions. Des volontaires non rémunérés, beaucoup sont morts, précise-t-elle. Elle a su convaincre pourtant paysans et ouvriers, quelques 600 hommes, de se rallier aux forces conventionnelles. Les talibans sont des traîtres. Ils ont pris un village voisin et ils ont volé les tapis et les biens des gens. Alors que faire? Où aller? Il n'y a pas d'autre endroit. Nous devons rester debout et les combattre. Nous ne laisserons pas les talibans prendre le contrôle de notre peuple et de notre terre. Nous ferons tout ce que nous pourrons pour sauver notre région. C'est l'engagement des miliciens qui fait la différence, assure le policier. Ambiance détendue ce jour-là, malgré le contexte. La gouverneure ne perd pas de vue les enjeux. Les talibans sont précisément ceux qui bafouent les droits de l'homme. Avec eux, les femmes seront interdites d'accès à l'éducation et nos jeunes seront privés d'emploi et de revenus. Une femme à son poste, elle, la chiite Hazara, communauté persécutée de longue date par les extrémistes sunnites, sait parfaitement ce que signifierait un retour au pouvoir des talibans 20 ans après. Bien sûr, elle regrette que le retrait des forces étrangères n'ait pas été préparé depuis le temps. Mais aujourd'hui, en première ligne, flanquée de ses hommes, Salima Mazari guette l'horizon pour le meilleur et face au pire. En bref, en Côte d'Ivoire, ce nouveau signe d'apaisement politique, le président Alassane Ouattara a annoncé la libération de près de 80 personnes incarcérées pour leur opposition à son 3e mandat. C'était une demande des dirigeants de l'opposition, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. C'est un sursis de 18 mois pour les Hongkongais installés aux États-Unis. Pas d'obligation de quitter le territoire américain, autorisation de travailler. Pendant 1 an et demi, ils échappent ainsi à la mainmise de la Chine sur Hong Kong. Le régime chinois y voit une ingérence et une provocation. Explication, Mathieu Sarfati. Pour les quelques milliers de Hongkongais résidant aux États-Unis, c'est un soulagement. Grâce à la mesure de protection prise par Washington, ils vont pouvoir prolonger leur séjour. Ce sont des larmes de joie. J'ai lu le texte et je me suis dit, attendez, je vais le relire. Vous savez, il y a beaucoup de pression, de stress généré par l'incertitude qu'il y a là-bas. Mais aujourd'hui, je me sens bien. Le texte, publié par la Maison-Blanche, demande aux autorités migratoires américaines d'accorder aux ressortissants de Hong Kong résidant aux États-Unis un sursis de 18 mois.
Notre souhait et notre objectif sur la scène internationale est de changer le comportement actuel avec l'oppression que nous constatons sur le peuple de Hong Kong. Cette étape vise à montrer que nous sommes sensibles aux atteintes aux droits de l'homme. Nous voulons nous assurer que les Hongkongais qui sont dans notre pays n'aient pas à subir la répression continue que nous constatons à Hong Kong. Dans la longue liste des points de discorde entre Washington et Pékin, Joe Biden vient d'en rajouter un en offrant cet asile temporaire aux Hongkongais présents aux États-Unis. Il faut s'attendre à des représailles chinoises, mais pour moi, ce n'est pas une mesure punitive. Nous disons simplement aux Hongkongais qu'ils sont les bienvenus aux États-Unis s'ils ont peur dans leur pays ou peur d'y retourner. Il ne s'agit pas de revanche ou de sanctions à l'encontre de la Chine, c'est juste une décision humanitaire. L'ambassade chinoise a aussitôt réagi. Elle parle d'une ingérence grossière des Américains dans les affaires internes de la Chine.